Dernière nouvelle, ce soir le pouvoir camerounais vient d'encaisser un choc qu'il n'avait pas anticipé. Pas une manifestation, pas une sanction internationale, mais une phrase, une seule, froide, calculée, dévastatrice. Alice Nkom n'a pas attaqué un ministre. Elle a ouvert une brèche, elle n'a pas élevé la voix, elle a élevé le niveau, et dans ce geste, elle a mis à nu ce que le régime s'efforce de dissimuler depuis des années, un pouvoir qui confond autorité et impunité, force et légitimité. Lorsque cette femme de loi affirme qu'Atanganji n'est pas à son niveau, elle ne règle pas un compte personnel, elle expose un déséquilibre historique. Celui d'un homme, porté par un système qui ne se juge plus à la morale, mais à la loyauté. Celui d'un État où l'indignité ne disqualifie plus, elle protège. Dans une crise politique, Cameroun, devenu chronique ce moment, marque une rupture brutale. Un instant où le masque tombe, où le silence devient coupable, où l'on comprend que le scandale n'est pas une erreur du pouvoir, mais son mode de fonctionnement. Ne partez pas. Ce que vous allez entendre n'est pas une opinion. C'est une autopsie politique. Restez jusqu'au bout, la suite pourrait bien définir ce que signifie encore gouverner. Car lorsqu'un système se reconnaît dans un homme démasqué, une seule question demeure qui tombera avec lui. Ce qui s'est produit lors de ce stream live n'est pas un simple épisode de plus dans la longue chronique des tensions camerounaises. C'est une scène politique fondatrice, un moment où les règles implicites du pouvoir ont été publiquement violées, non par la rue, non par l'étranger, mais par une femme de loi qui a refusé de jouer le rôle que le système lui assignait. Au centre de cette rupture se tient Alice Nkom. Pas comme opposante classique, pas comme militante emportée par l'émotion, mais comme figure de déconstruction. Elle ne conteste pas un décret. Elle ne réclame pas de réforme. Elle s'attaque à quelque chose de bien plus dangereux pour un régime, la légitimité morale de ceux qui commandent. En face, Paul Atanganji n'est plus présenté comme un individu avec ses qualités et ses défauts. Il devient un symbole. Le symbole d'un État où l'accumulation de pouvoir n'est plus corrélée à l'exemplarité, où la longévité dans les cercles décisionnels ne dépend plus de la droiture mais de l'obéissance et de l'utilité politique. Dans cette configuration, l'homme disparaît derrière la fonction et la fonction sert de bouclier à toutes les dérives. La force de cette séquence tient précisément à cela. Alice Nkom refuse l'affrontement personnel. Elle élève le débat. En déclarant qu'elle ne s'adresse pas à Atanganji, mais à son patron, elle déplace le centre de gravité du conflit. Le problème n'est plus un ministre controversé. Le problème devient la structure qui le maintient, le protège et le rend intouchable. Ce glissement est décisif. Il transforme un clash médiatique en accusation systémique. Dans cette mise à nu, le pouvoir apparaît sous un jour cru, non pas comme une machine rationnelle au service de l'intérêt général, mais comme un corps refermé sur lui-même, où les contre-pouvoirs sont neutralisés, où la morale cesse d'être un critère de sélection. Le scandale n'est donc pas une anomalie, il devient une méthode de gouvernement. Et lorsque la méthode se banalise, l'indignation, elle est perçue comme une menace. C'est ici que le récit bascule dans une dimension presque symbolique. La scène du stream live fonctionne comme un tribunal invisible. Pas de robe, pas de marteau, pas de verdict formel, mais une accusation claire. Un État qui tolère l'indignité au sommet prépare sa propre fragilisation. Car un pouvoir qui n'éprouve plus le besoin d'être respectable finit par ne plus être respecté. Cette rupture résonne d'autant plus fort qu'elle intervient dans un contexte saturé de silence de non-dit, de peur intériorisée. En refusant ces codes, Alice Nkom rompt un pacte tacite, celui qui veut que certains sujets restent hors de portée du débat public. Elle force ainsi le regard collectif à se poser là où il était habitué à se détourner. Et c'est précisément ce qui rend ce moment si dangereux pour le régime. Non pas parce qu'il déclenche immédiatement une crise ouverte, mais parce qu'il introduit le doute.
le doute sur la compétence morale des dirigeants, le doute sur la solidité d'un système qui confond autorité et impunité, le doute enfin sur la capacité du pouvoir à se regarder dans le miroir qu'on lui tend. Mais lorsqu'un système accepte d'être ainsi exposé, une question s'impose déjà: jusqu'où ira la chute morale d'un État qui a cessé de se corriger? Ce que cette rupture met à nu, c'est un phénomène plus inquiétant qu'un affrontement individuel. Elle révèle un glissement moral au sommet de l'État, une transformation lente mais profonde par laquelle l'exception devient la norme et la norme un souvenir embarrassant. Dans cette séquence, le scandale n'apparaît plus comme une faute isolée, mais comme un langage de pouvoir. La charge portée par Alice Encombe n'emprunte pas les chemins habituels de la dénonciation. Elle ne s'attarde pas sur l'anecdote, elle remonte à la racine. Elle interroge la compatibilité entre pouvoir et morale, une question que le régime préfère éluder parce qu'elle était la plus dangereuse de toutes. Car dès lors qu'un État cesse d'exiger l'exemplarité, il cesse de pouvoir la réclamer. Dans cette architecture, Paul Atanga Nji n'est pas présenté comme un accident malheureux, il est écrit comme le produit cohérent d'un système qui a appris à survivre en neutralisant toute exigence éthique. Ce n'est plus la compétence qui justifie l'ascension, mais l'alignement. Ce n'est plus la probité qui protège, mais l'utilité. Et lorsque ces critères se substituent au principe, l'État entre dans une zone grise où tout devient possible, sauf la remise en question. Le plus troublant n'est pas l'existence de controverses. Les États traversent toutes des crises. Le plus troublant est la normalisation de l'inacceptable. Quand les soupçons, les zones d'ombre et les silences ne provoquent plus ni enquête crédible, ni conséquences visibles, ils cessent d'être des signaux d'alerte. Ils deviennent des rouages. Le scandale n'éclabousse plus. Il lubrifie la machine. C'est ici que la dimension morale rejoint la dimension politique. Un pouvoir qui s'accommode de l'indignité au sommet envoie un message limpide à l'ensemble de la société: la fin justifie les moyens. La loi cesse d'être un cadre commun. Elle devient un instrument à géométrie variable. Et dans ce contexte, l'autorité ne repose plus sur la confiance, mais sur la crainte et l'habitude. Ce basculement a un coût. Il érode la crédibilité des institutions. Il fracture le lien entre gouvernants et gouvernés. Il installe une fatigue civique, un sentiment diffus que la justice n'est plus un horizon atteignable. Lorsque la morale est reléguée au rang d'ornement discursif, le citoyen apprend à se taire ou à se résigner. Et la résignation dans un régime est toujours plus dangereuse que la colère. La scène du stream live agit alors comme un révélateur. En exposant cette dérive sans détour, Alice Encombe retire au pouvoir son dernier refuge, l'ambiguïté. Elle oblige chacun à regarder le mécanisme tel qu'il est sans phare. Elle rappelle qu'un État ne s'effondre pas seulement sous les coups de ses ennemis, mais sous le poids de ses propres renoncements. Renoncement à la transparence. Renoncement à la responsabilité. Renoncement à la morale. Dans ce cadre, le scandale cesse d'être une affaire de réputation. Il devient une question de survie politique. Car un système qui tolère l'indignité au sommet prépare un terrain où l'arbitraire prospère. Et là où l'arbitraire s'installe, la loi recule. Ce n'est plus le droit qui protège le citoyen, mais la proximité avec le pouvoir. Ce n'est plus la règle qui gouverne, mais l'exception permanente. C'est précisément cette mécanique que la rupture met en lumière. Non pas pour humilier un homme, mais pour accuser un mode de gouvernance. Un mode où l'absence de morale n'est pas une défaillance, mais une stratégie. Et lorsque la stratégie devient visible, elle cesse d'être efficace. Elle expose le régime à une question qu'il redoute par-dessus tout sur quoi repose encore son autorité. Car lorsqu'un État banalise l'indignité au sommet, la prochaine étape n'est jamais théorique, elle se mesure en vie brisée
et en silence mortel. Il existe des morts qui éclatent comme des explosions et d'autres qui s'installent dans le silence. La disparition de George Anis Kanner appartient à cette seconde catégorie. Aucun coup de feu, aucun communiqué brutal, seulement une suite de décisions administratives, de lenteur calculée, d'indifférence organisée. Et au bout de la chaîne, un corps qui ne résiste plus. Dans les États où la loi fonctionne, la détention est encadrée par un principe simple, préserver la vie et la dignité. Ici, le cadre se fissure. L'homme est arrêté alors qu'il souffre d'une maladie grave. La privation de liberté se double d'une privation de soins. La détention cesse d'être une mesure judiciaire. Elle devient un dispositif de neutralisation. Pas besoin de violence visible, le temps, l'enfermement et l'absence de traitement accomplissent le reste. C'est précisément ce mécanisme que met en lumière l'analyse portée par Alice Encom. Elle ne décrit pas une bavure. Elle ne parle pas d'un dysfonctionnement ponctuel. Elle démontre une méthode. Une méthode qui repose sur un enchaînement froid, arrêté, maintenir, retarder, laisser faire. Lorsque l'État sait et choisit de ne pas agir, l'inaction devient un acte politique. Et l'inaction répétée, une signature. Dans ce schéma, la mort n'est plus un accident. Elle devient un résultat prévisible. Le débat n'est alors plus médical, mais moral et politique. Car un pouvoir qui détient la clé de la cellule et la clé de l'hôpital détient aussi la clé de la survie. Refuser l'accès aux soins dans ces conditions revient à décider sans le dire de l'issue finale. La responsabilité ne se dilue pas. Elle s'agrège. Ce qui rend ce cas si explosif, c'est le contexte. Un contexte de crise politique. Cameroun, où chaque geste de l'appareil d'État est scruté, interprété, pesé. Dans un tel climat, laisser mourir un opposant ou une figure jugée encombrante envoie un message clair, la contestation a un prix même lorsqu'elle est pacifique, même lorsqu'elle est juridique, même lorsqu'elle est morale. La peur ne s'impose plus par la force, mais par l'exemple. Le plus glaçant n'est pas l'acte lui-même, mais la réaction qu'il suscite, ou plutôt celle qu'il ne suscite pas. L'absence d'enquête indépendante crédible, le silence des institutions censées protéger la vie. L'habitude collective s'installe comme si l'exception était devenue acceptable. C'est de là que s'opère la bascule la plus dangereuse, l'indifférence organisée. Un régime n'a pas besoin de proclamer la répression lorsqu'il parvient à banaliser la mort. Dans cette logique, la disparition de George Anis Kanner fonctionne comme un révélateur. Elle montre ce qui arrive lorsque la morale cesse d'être un garde-fou. Lorsque la détention se transforme en outil politique, la frontière entre justice et vengeance s'efface. La prison n'est plus un lieu de droit, mais un espace de pression. Et la pression appliquée à un corps affaibli devient létale sans jamais se dire telle. L'accusation portée ici dépasse donc le cas individuel. Elle vise un climat de gouvernance où la valeur de la vie dépend du degré de conformité. Un climat où la maladie n'est plus une circonstance atténuante, mais une opportunité de régler un problème sans laisser de traces visibles. Cette rationalité froide est la marque des systèmes qui ont cessé de craindre le jugement moral parce qu'ils ont appris à contrôler le récit. Mais le récit finit toujours par se fissurer, car chaque mort silencieuse ajoute une couche de suspicion. Chaque silence institutionnel alourdit le soupçon. Et à mesure que s'accumulent ces zones d'ombre, l'autorité perd ce qui la rend durable, la confiance minimale des gouvernés. La peur peut maintenir l'ordre un temps. Elle ne fonde jamais la légitimité. C'est dans cet espace que la parole d'Alice Encom prend toute sa portée. Elle ne réclame pas la compassion. Elle exige de la cohérence. Elle rappelle qu'un État qui laisse mourir en détention cesse d'être un État de droit, même s'il en conserve les apparences. La loi ne se mesure pas à ce qu'elle proclame, mais à ce qu'elle protège lorsque personne ne regarde. Si la mort peut ainsi devenir un outil discret du pouvoir, que reste-t-il encore
pour contenir la dérive avant qu'elle engloutisse toute la société. Dans toute démocratie, l'absence prolongée d'un dirigeant n'est jamais anodine. Elle crée un vide, et dans les systèmes fragiles, le vide n'est pas neutre, il est immédiatement occupé. C'est dans cet interstice que s'inscrit la figure de Issaïroma Bakari, présenté par ses partisans comme vainqueur de l'élection, mais maintenu à distance du centre du pouvoir. Ce décalage entre légitimité proclamée et présence effective devient un symptôme majeur de la crise. L'analyse proposée ici ne s'arrête pas à la responsabilité individuelle. Elle remonte à une question plus inconfortable qui permet cette absence. Car un pouvoir élu ne flotte pas dans l'air, il s'incarne, il s'installe, il s'exerce depuis des lieux, des institutions, des symboles. Lorsque ces symboles restent verrouillés, l'élection perd sa substance et la victoire se dissout dans l'attente. Le palais d'Etoudi, censé matérialiser l'autorité présidentielle, demeure hors d'atteinte. Et ce verrouillage raconte une histoire, celle d'un pouvoir confisqué. Cette situation installe une confusion dangereuse. Le peuple sommé d'attendre se démobilise. L'État privé d'un visage assumé se replie sur ses appareils coercitifs. Les décisions se prennent sans cap visible. Le silence devient un mode de gouvernance. Or, le silence, lorsqu'il dure, n'apaise pas. Il désoriente. Il affaiblit la confiance collective et nourrit l'idée que la volonté populaire peut être suspendue sans conséquence. C'est précisément ici que s'opère la dérive autoritaire Cameroun. Non pas par un coup d'État spectaculaire, mais par une série de renoncements discrets. Renoncement à installer le vainqueur présumé dans ses fonctions. Renoncement à clarifier la situation institutionnelle. Renoncement enfin à reconnaître que la souveraineté populaire exige des actes concrets, pas des promesses différées. L'autoritarisme moderne ne s'impose plus toujours par la force brute. Il prospère dans l'ambiguïté prolongée. La thèse est implacable. Lorsqu'un leader est maintenu à l'extérieur, ce n'est pas seulement lui qui est affaibli, c'est le peuple qui est privé de repères. Une société sans figure d'incarnation politique claire ressemble à un navire sans gouvernail. Elle avance par inertie vulnérable aux courants les plus violents. Dans cet état, la peur remplace l'espérance et la résignation s'installe comme une stratégie de survie. Cette responsabilité collective est au cœur du propos. Le peuple n'est pas seulement victime d'une confiscation, il est confronté à un choix. Soit accepter que l'élection devienne un rituel sans effet, soit exiger que le vote se traduise en pouvoir réel. Car la souveraineté ne se délègue pas une fois pour toutes, elle se défend, et lorsqu'elle n'est pas défendue, elle est reprise. L'absence prolongée agit donc comme un révélateur. Elle montre jusqu'où un système peut aller pour neutraliser un résultat sans l'annuler formellement. Elle expose la fragilité d'un ordre politique qui préfère le flou à la confrontation démocratique. Et elle pose une question que nul ne peut esquiver indéfiniment. Combien de temps un peuple peut-il rester sans berger avant de perdre le sens même de sa marche collective? Si le silence devient la norme au sommet qui portera demain la responsabilité du chaos qu'il engendre. À ce stade, le récit opère un renversement décisif. Après l'exposition des dérives, après la mise à nu des mécanismes du pouvoir, une évidence s'impose. Aucun régime ne se maintient durablement sans une forme de consentement, même passif. La question n'est plus seulement celle des dirigeants, elle devient celle du peuple et de sa capacité à assumer la portée de ses propres choix. Le propos porté par Alice Hancom ne s'arrête pas à la dénonciation. Il vise une prise de conscience. En rappelant que la souveraineté appartient au peuple, elle brise une illusion confortable, celle qui consiste à croire que la démocratie s'épuise dans l'acte de voter. Le vote n'est qu'un commencement. Sans protection active, il se transforme en symbole, creux aisément confisqué par des structures plus organisées, plus déterminées. Dans ce contexte, la responsabilité collective devient centrale. Un peuple qui délègue son pouvoir sans en surveiller l'exercice s'expose à voir ses décisions neutralisées.
L'histoire politique regorge d'exemples où la passivité a permis aux dérives de s'installer lentement, méthodiquement, jusqu'à devenir irréversible. La liberté ne disparaît pas toujours dans le fracas. Elle s'érode souvent dans l'habitude et l'attente. Ce diagnostic est d'autant plus brutal qu'il refuse le confort du rôle de victime. Il affirme que la reconquête de la normalité politique ne viendra pas d'un sursaut moral du pouvoir, mais d'une mobilisation consciente de la société. Attendre la compassion de ceux qui profitent de l'arbitraire revient à parier sur une contradiction interne qui ne se produit presque jamais. Les systèmes autoritaires ne s'amendent pas par remords, ils reculent lorsqu'ils sont contraints. La crise actuelle révèle ainsi une fracture profonde entre un peuple qui détient théoriquement la souveraineté et un appareil d'État qui en contrôle les leviers concrets. Combler cette fracture exige plus qu'une indignation ponctuelle. Cela suppose une continuité dans l'exigence, une capacité à maintenir la pression, à refuser la banalisation de l'inacceptable. La normalité politique n'est pas un état naturel, c'est une conquête permanente. Dans cette perspective, le message est clair et sans détour. La liberté n'est pas le fruit d'un miracle institutionnel. Elle naît d'un rapport de force où la légitimité populaire se transforme en action collective. Là où la peur est isolée, l'organisation rassemble. Là où le silence affaiblit la parole structurée, redonne un cap. Le peuple n'est pas condamné à subir l'histoire. Il peut encore l'écrire à condition de ne plus s'en remettre aux illusions. Ce moment marque donc un choix. Continuer à espérer un réveil moral venu d'en haut ou accepter que la transformation commence par une exigence venue d'en bas. La rupture évoquée depuis le début du récit ne trouve son aboutissement que dans cette décision. Sans elle, les dénonciations les plus lucides restent suspendues. Avec elles-mêmes, les systèmes les plus fermés finissent par céder. Reste alors une interrogation ultime, la plus dérangeante de toutes, le peuple camerounais. Est-il prêt à assumer jusqu'au bout le pouvoir qu'il revendique, ou laissera-t-il cette rupture s'éteindre sans lendemain? Au terme de ce parcours, une certitude s'impose avec une clarté implacable. Ce que révèle cette séquence n'est pas un scandale de plus destiné à se dissoudre dans l'oubli. C'est le miroir d'une crise politique.